Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. On a le plaisir de recevoir quelqu'un qui est déjà intervenu au Club des Vigilants, Christian Yarbide, qui est depuis plus de 15 ans dans l'univers du mutualisme, de la mutualité, des mutuelles, qui dirige aujourd'hui Mutlog, et qui vient nous parler en fait, de son expérience finalement de dirigeant dans un univers qui affiche des valeurs. Alors les valeurs, je les avais listées pour ne pas les oublier. Solidarité, démocratie, proximité, engagement et surtout non-lucrativité. Et en tant que dirigeant d'entreprise, ne pas faire d'argent, c'est bizarre, quoi. Et en fait, souvent, les décisions sont motivées par l'argent. On est dans un univers très, comment dire, ce qu'on appelle néolibéralisme, parfois qu'on qualifie de effréné ou délétère ou tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est un modèle d'entrepreneuriat, d'entreprise, qui éventuellement est différent de la norme dominante aujourd'hui en France, qui repose sur la compétition essentiellement. Et dans un livre qu'il vient d'écrire, Réinventons le mutualisme, il fait part de ses étonnements quand il a débarqué dans cet univers-là, justement, et de la différence entre ce qui est affiché éventuellement et qui est la réalité. Et il essaye, à son niveau, lui, de justement mettre en œuvre de façon, comment dire, pragmatique, opérationnelle, ses valeurs dans la façon de diriger l'entreprise. Alors, Christian, je le dis quand même, donc a fondé le Cercle Vivienne, qui est un cercle de réflexion justement de tout cet univers de mutualisme, de prévoyance aussi, Christian, si je ne me trompe pas. Protection sociale et pas uniquement les mutuelles, tous les acteurs, quelle que soit leur forme juridique. Et donc avait écrit il y a peut-être 3 ans un livre sur la sécurité sociale au cœur de la démocratie. Donc il est bien attaché à certains types de sujets. Et était intervenu donc au club sur des scénarios sur le futur de la santé dans notre pays, à partir d'un gros travail qu'ils avaient fait, qui s'appelait Aux grands mots, les grands remèdes. Et avant, Christian, qui aime bien écrire et qui aime bien partager ses expériences, a commis en fait 2 bouquins assez marrants sur, on va dire, le management. Mortel Management, La valse des souris, c'était en 2011, et Mon boss, Ses trucs et ses tics, 25 recettes pour démasquer votre patron, 2016. J'espère que tous tes collaborateurs le lisent. Oui, enfin, l'éditeur a fait faillite depuis, mais je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Mais bon. Et donc je te laisse nous parler un peu du fait que comment fait-on aujourd'hui pour piloter une entreprise, des organisations, en sortant de ce modèle dominant justement de la compétition. Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Ou est-ce que tu vas te décourager et faire autre chose? Merci Anne, et puis bonjour à toutes et tous. C'est vrai que j'ai un très bon souvenir de l'intervention qu'on avait fait en collaboration avec Jean Samut, avec qui on avait fondé le Cercle Vivienne sur l'avenir du système de santé. C'était il y a maintenant... je sais plus, 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans, facile, oui. J'ai de très bons souvenirs des échanges que nous avions eus au Club des Vigilants. Et puis après, on s'est toujours croisé avec Anne, qu'on avait même embarqué dans la création d'une mutuelle de livre 3. Je dis ça pour ceux qui connaissent les codes, mais qui est une mutuelle, pas d'assurance, dont l'objet était d'apporter des services de santé aux mutuelles et aux gens. Alors, je vais faire quelques préambules d'abord. Quand on parle de mutuelles ici, on ne parle pas nécessairement de mutuelles qui font de la santé, parce que pour tout le monde, une mutuelle, c'est une complémentaire santé, voire même une complémentaire santé, c'est une mutuelle, quand bien même ça n'en serait pas. Moi, la mutuelle que je préside, et qui est une toute petite mutuelle, elle ne fait pas de santé, elle ne fait que de l'assurance des emprunteurs. Donc, quand vous allez au guichet de votre banque, si vous n'êtes pas content, et c'est normal parce qu'ils sont très chers, des taux de l'assurance de votre banquier, vous pouvez utiliser des assureurs alternatifs. Et nous, on est un assureur alternatif et on est exclusivement en B2B2C, donc derrière des partenaires qui distribuent notre assurance, dont des banquiers d'ailleurs. Mais enfin, bon. Donc déjà, on ne va pas parler de complémentaire santé, et dans le livre, il n'y a pas ça. La deuxième chose, c'est que le livre n'est pas non plus un compte-rendu, on n'y parle pas de Mutlog. La mutuelle que je préside s'appelle Mutlog, Mutuelle du logement, c'est une mutuelle qui a plus de 40 ans d'existence maintenant. On ne parle pas de ça, on parle en réalité, comme l'a dit Anne, de la question des valeurs. Alors, pourquoi la question des valeurs et de ce que c'est que le mutualisme? Effectivement, moi je suis un jeune mutualiste, entre guillemets,
puisque j'ai travaillé dans d'autres univers coopératifs, capitalistes. Quand je dis capitaliste, c'est juste pour simplifier, c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein, c'est juste pour typer les gens, moi j'ai pas, voilà. Et donc un jour, je suis arrivé par hasard de ma carrière dans l'univers mutualiste, dans une mutuelle qui faisait pas de santé, qui était une mutuelle d'épargne retraite, qui était la France Mutualiste. Et depuis, j'y suis resté, c'était en 2007. Donc là, on ne parlera pas de l'expérience de mutuologue, mais par contre, dans les questions que vous poserez, si vous voulez qu'on illustre ce qu'on peut faire par rapport à ce que... Parce que c'est bien de faire des discours, hein, mais la question ou des textes pseudo-philosophiques ou managériaux sur ce que c'est, mais c'est aussi bien de voir comment on fait dans la vraie vie. Par contre, je pourrais prendre des exemples des questions qu'on s'est posées ces mutuologues et qu'on a résolues ou pas. Donc moi, quand je suis arrivé dans la mutualité, sur le fronton des mutuelles, il y avait des valeurs, celles qu'a citées Anne. Il y en a au moins 3 qui sont incontournables. Hein. C'est la solidarité, parce que ça, c'est l'essence de la mutualité. Ça serait la raison d'être, la mission, enfin, tous ces mots qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est dans le code de la mutualité. La deuxième qui est incontournable, c'est la démocratie, parce que c'est dans les textes, c'est les adhérents qui votent pour élire leurs représentants qui vont être les représentés au conseil d'administration, et c'est dans ces lieux et dans ces lieux-là que va s'exercer la gouvernance de la mutuelle. Donc celle-là, elle est incontournable. Et la troisième qui est aussi incontournable, c'est la non-lucrativité. Alors la non-lucrativité, c'est-à-dire le fait défini comme le fait de ne pas avoir d'actionnaires à rémunérer extérieurs. Alors la non-lucrativité, ce n'était pas en soi une valeur, mais on y reviendra, on peut en faire une valeur dès lors qu'elle nous impose des obligations. Parce que sinon, être non lucratif, si on ne s'impose pas des obligations, c'est une facilité, en quelque sorte, puisqu'on n'a pas d'actionnaire qui va nous dire ce qu'il faut faire. Donc ça serait peut-être une contre-valeur, finalement, si on si n'y prenait pas garde. Après, selon les mutuelles et selon qui on est, on peut rajouter des valeurs et d'autres exigences. Nous, chez Mutuologue, on en a rajouté 2 qui sont l'engagement et la proximité. La proximité, c'est presque un défi pour Mutuologue, et c'est carrément un défi pour Mutuologue parce que nous, on est en B2B2C, derrière des distributeurs, avec des adhérents qui ne nous connaissent pas. Donc faire de la proximité, et on a 190 000 adhérents, faire de la proximité avec des gens qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas, puisque c'est des partenaires qui ont distribué, c'est une gageure, donc, mais on l'a mis parce que justement elle va nous imposer des exigences, on y reviendra après. Et donc quand je suis rentré, quand j'ai ouvert les portes de la mutuelle ou des mutuelles, alors encore une fois, ce livre n'est pas une critique contre les sociétés, il n'y a pas de critique contre les autres modèles d'entreprendre, et ce n'est pas du tout l'objet, et il n'y a pas non plus de choses croustillantes pour ceux qui sont dedans sur les mutuelles. Voilà. Par contre, il peut y avoir des choses dérangeantes parce que moi, je n'ai pas trouvé, quand j'ai ouvert la porte, toujours une incarnation forte des valeurs dans nos mutuelles. Et je me mets dedans. Bon, pour ne prendre qu'un exemple, je suis arrivé à la France Mutualiste, j'ai été directeur général, je n'étais pas président. Et Dieu sait si dans la mutualité, la différence est importante, même si les deux sont dirigeants effectifs. Je m'étais dit... En plus, il y avait des problèmes dans cette mutuelle, il y avait eu un droit d'alerte du CE, je m'étais dit, on va trouver des règles de management ou de pratique des relations sociales spécifiques à la mutualité. Puisqu'on est dans la mutualité, on affiche des valeurs. Collectivement, j'imaginais, moi naïvement, ne sachant pas, qu'on aurait, comme on dit, des guidelines, de dire c'est quoi la gestion des ressources humaines mutualistes. Bon, rien de rien. Rien du tout, pour ne prendre que ça. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mutuelles qui font des tas de choses, hein. Ce n'est pas la question. Mais la question, c'est que collectivement, ces valeurs, on les ressasse, on les affiche, et on a du mal à les incarner. Alors, on a du mal à les incarner pour des raisons assez objectives. La démocratie, j'en parlerai pas, ou si j'en parlerai, mais on voit déjà comment c'est compliqué d'incarner la démocratie dans nos sociétés, un peu partout. Ben nous, on a les mêmes difficultés. On a les mêmes difficultés dans les mutuelles pour incarner la démocratie. Au-delà de l'éloignement des gens, mais j'y reviendrai, une des raisons qu'on avance souvent, nous, mutualistes, pour nous justifier, c'est qu'on nous a imposé tellement de réglementations, tellement de règles de concurrence,
tellement d'obligations de performance, qu'elles soient d'ailleurs sociétales, RSE, machin, tout ça, quoi, que finalement on n'a plus d'espace pour faire de la démocratie, puisque tout est donné par les textes, et ça devient tellement compliqué que nos élus mutualistes, qui représentent les adhérents, dont je suis chez Mutlog, ils n'ont plus les armes pour gérer ça, et donc dans les conseils d'administration, on va voter des rapports réglementaires à la queue leu-leu, très compliqués, et dont tout le monde se fiche au fond. Enfin, sauf les actuaires et évidemment les commissaires aux comptes et les régulateurs. Et que donc cette complexité réglementaire, en plus en santé, et pour les mutuelles de fonctionnaires, ça va arriver maintenant, c'est l'État qui définit le panier des garanties. Donc quand vous ne pouvez pas définir vos garanties, que vos outils de pilotage économique sont donnés par l'extérieur et qu'on vous empile des règles de fonctionnement interne qu'on appelle solvabilité 2, qui vous oblige à créer des fonctionnaires, vous dites qu'il n'y a plus d'espace pour la démocratie. La proximité, pour n'en prendre que celle-là, je vais en prendre deux quand même. La proximité, originellement, les mutualistes, alors il ne faut pas mythifier l'histoire mutualiste, hein, quand même. Hein. On parle de nos valeurs, on ne va pas dire c'était mieux hier. Rappelons quand même, pour évacuer cette question de c'était mieux hier, que pendant la Seconde Guerre mondiale, la position de la FNMF vis-à-vis du régime de Vichy n'a pas toujours été aussi résistante qu'on aurait pu le penser. Donc ce n'est pas les vertus, les machins et les statuts qui font les valeurs. Et du coup j'ai perdu mon... J'étais sur la proximité. Originellement, c'était des gens qui se réunissaient pour régler un problème. D'ailleurs, pas nécessairement au départ un problème de santé. Il y avait beaucoup de mutuelles qui étaient là pour organiser collectivement les obsèques, parce que ça coûtait cher, et c'était des mutuelles d'obsèques. Et dans les dom-toms, jusqu'à il y a 10-20 ans, les mutuelles étaient des mutuelles funéraires, en fait, originellement. Et donc, ils se réunissaient pour régler en commun un problème, solidairement, démocratiquement, puisqu'ils avaient mis un homme, une voix, et non lucrativement, ils n'apportaient pas des services. Et cette proximité, alors elle pouvait être géographique, elle pouvait être professionnelle, elle pouvait être de destin. Ce que j'appelle de destin, c'est vraiment, vous aviez des mutuelles d'anciens combattants d'Algérie, maintenant. Donc ils avaient partagé le même destin, c'est qui étaient mobilisés en Algérie en tant qu'appelés, et ils se réunissaient pour faire de la retraite complémentaire, parce qu'il y avait des régimes spécifiques. Donc ces gens-là se réunissaient. Aujourd'hui, on voit bien que les proximités ne sont pas... Voilà, hein, la mobilité géographique, la mobilité professionnelle. Et il y a un autre phénomène qui est arrivé, c'est que ces gens se réunissaient, entre guillemets, sur des bases volontaires. Ça peut être suscité soit par les gens eux-mêmes, c'est des mutuelles ouvrières, en partie, soit par les acteurs économiques locaux, le patronat local. Ces gens se réunissaient et s'engageaient au profit des autres. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise, vous ne choisissez plus votre mutuelle. C'est l'employeur qui a négocié un contrat collectif et vous adhérez au contrat collectif. Et demain, je me tourne pour des gens qui ont un peu côtoyé la fonction publique, même si ce n'est plus très vrai pour la mutuelle générale, mais demain, ça sera la même chose pour les mutuelles de fonctionnaires. Aujourd'hui, l'adhésion à une mutuelle de fonctionnaires n'est pas obligatoire. Un enseignant n'a pas d'obligation d'adhérer à la MGEN, pour ne prendre qu'elle. Et demain, ça va devenir obligatoire. La réforme est en cours là, hein, les appels d'offres des ministères vont se faire. Donc les gens ne choisissent plus. Donc déjà, l'engagement, c'est pareil, c'est plus à la base. Donc on a des problèmes avec la démocratie, la non-lucrativité est perturbée par toutes les réglementations, la proximité, c'est plus un facteur de mutualisation, et l'engagement, il est compliqué. Et quant à la solidarité, je passe dessus, mais les idées que les gens sont de plus en plus consuméristes et viennent chercher font qu'on a l'impression qu'ils viennent chercher le prix, quand ils ont encore le choix, hein, puisque j'ai dit que souvent c'était obligatoire. Donc du coup, on est face à ce moment-là. Et la question qui est posée dans le livre, c'est est-ce qu'il est possible de revitaliser ces valeurs spécifiquement ou pas? Et est-ce qu'il est possible de le faire non pas, et là je vous demande 5 secondes d'attention, non pas pour assurer la pérennité de la mutuelle, mais pour être utile aux populations. Parce que l'objet d'un mutualiste, c'est pas de survivre, c'est d'être utile aux populations. Si le produit que je fais est exactement le même que celui que fait AXA, on prend toujours AXA parce que, voilà, voire plus cher, exactement le même sans rien d'autre, je n'ai pas d'utilité à faire exister la forme mutualiste. Donc la question
qui est posée dans le livre, c'est celle de l'utilité spécifique des mutualistes. Ce n'est pas comment les mutualistes peuvent survivre aujourd'hui dans la compétition. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on peut survivre en apportant quelque chose de différent? Parce que si on n'apporte pas quelque chose de différent aux gens, encore une fois, ça serait une question de performance économique. Peut-être que le modèle mutualiste non lucratif sera plus performant, mais ce n'est pas ma question. Donc ce n'est pas la question du livre. Peut-on encore être utile? Alors, ça veut dire quoi être utile? Alors évidemment, être utile à la société, de manière générale, c'est un peu large. Donc nous, Mutlog, on est une mutuelle du logement. Donc notre idée, enfin l'idée, oui, une mutuelle santé, c'est autre chose, c'est être utile aux gens dans les questions de logement ou dans les questions de santé. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Une mutuelle, ce n'est pas juste apporter un produit d'assurance des emprunteurs ou apporter un produit de complémentaire santé. Ça, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire, et j'ai dit en introduction que c'était très contraint par les réglementations. Non, la vocation d'une mutuelle santé, c'est de donner accès à la santé aux gens. Ce n'est pas tout à fait pareil que de vendre un produit de complémentaire santé où on va rembourser des Doliprane derrière la Sécu. Nous, Mutlog, notre vocation, notre mission, notre raison d'être, je ne détaille jamais ces choses-là parce que, évidemment, nous, j'estime que mutualiste, c'est plus large que ça. Et on l'a écrit depuis 40 ans, c'est l'homme au cœur du logement. Alors, ce n'est pas le bâti, c'est faire en sorte que les gens puissent se loger et accéder à la propriété ou rester dans leur logement. C'est ça notre raison d'être. Quand on dit ça comme ça, on voit bien d'abord que ça réouvre des espaces d'intervention. C'est au-delà du simple métier d'assureur. On peut faire autre chose. Et d'ailleurs, originellement, les mutuelles avaient fait autre chose. Elles ont fait des centres de santé, des hôpitaux, des machins, des cliniques. Voilà. Mais les modèles ont été perturbés, et on les voit moins, à quelques exceptions près. Donc la première question, c'est, et dans le livre, c'est quelle utilité spécifique on a vis-à-vis des gens. Alors quand on dit vis-à-vis des gens, mais quels gens? Parce qu'encore une fois, on peut pas, quand bien même sur la santé, on ne va pas donner accès. En quoi on est légitime de parler santé à des gens ou de dépenser de l'argent pour les aider à mieux se loger? Donc là, il y a une question existentielle pour la mutualité. Je ne dis pas que j'y réponds dans le livre. Hein. Mais la question majeure, c'est qu'on est quand même, nous, dirigeants, et notamment élus, hein, représentants des adhérents, au service de nos adhérents. Donc, dans les obligations économiques qu'on a, on a comme obligation d'utiliser le mieux possible l'argent qu'ils nous ont confié. Je rappelle simplement que nous, on ne vit pas avec des fonds propres, des choses comme ça, mais on vit avec des cotisations qui nous ont été apportées par nos adhérents. Il faut toujours se souvenir de ça. Quand je lis dans le journal qu'un dirigeant a découvert ou a proposé un engagement pour faire un dividende social mutualiste, pour ceux qui savent, c'est Pascal Lemurger d'ailleurs avec Nicolas Thierry, je rappelle qui consiste à donner une partie de leurs résultats, je rappelle que ce n'est pas le résultat de la mutuelle, puisque c'est une mutuelle. C'est l'argent des adhérents qu'il a décidé de mettre. C'est quand même plus facile de faire de la vertu avec l'argent des adhérents qu'avec les dividendes des sociétés de capitaux, parce qu'elles demandent des comptes. Si les adhérents ne demandent pas des comptes, c'est un problème. Donc on a un devoir de rendre des comptes. Donc on n'est pas propriétaire de cet argent, nous. Mais rendre des comptes à qui alors? À nos adhérents actuels. Mais quand nous, chez Mutlog, ou dans les mutuelles santé, on fait de la prévention pour aider les gens à rester dans le logement au-delà, parce qu'on travaille avec des bailleurs depuis peu, mais ou quand on suscite une résidence bigénérationnelle à Limoges pour être des étudiants qui... Voilà, on dépense de l'argent. On dépense l'argent de nos adhérents. Enfin, oui, au profit de gens qui ne sont pas nos adhérents. Donc c'est une vraie question de savoir, et ça fait partie de la question du débat démocratique qu'on doit avoir. C'est la démocratie qui est, chez nous, la vraie démocratie, le garde-fou, puisque ce n'est pas l'actionnaire qui va nous dire « vous n'avez pas le droit d'utiliser cet argent ». C'est la démocratie. Et l'expression de la non-lucrativité, telle que je viens de le dire, c'est que fait-on de l'argent des adhérents qui sont nos garde-fous. Donc si on ne fait pas vivre nos valeurs, on n'a plus de garde-fous. Donc ça devient une obligation. C'est à la fois une obligation morale, politique, mais également une obligation de justification de l'existence de notre modèle. Si on n'est pas capable de justifier qu'on fait tout ça, après, on fait autre chose. On fait du consumérisme.
ou des produits sur le marché, et c'est pas mal, mais c'est pas le modèle mutualiste. Donc, cette question de jusqu'où on va dans la solidarité au-delà de nos adhérents, elle est posée, et elle doit être ouverte, elle est ouverte et souvent débattue d'ailleurs dans les mutuelles, mais elle doit être posée obligatoirement. Alors on a une vocation quand même, originellement, les mutualistes, à aller au-delà de nos adhérents. Alors il y a une raison par l'absurde qui fait que ça ne peut pas être contestable, c'est que toutes les mutuelles cherchent à faire du développement, et là ça c'est pas illogique, et quand on fait des développements pour aller chercher des nouveaux adhérents, on le fait bien quand même avec l'argent de ceux qui sont déjà là. Donc soit dès qu'on est 3, on arrête et on dit la mutuelle s'arrête à 3 et on fait la solidarité entre les 3, soit on dit on va aller au-delà, et à ce moment-là on est légitime à aller au-delà, y compris au-delà de la recherche de nouveaux adhérents. Donc après les mutuelles trouvent des formes pour faire ça, et peuvent trouver des formes. Mais ce débat, il est essentiel. Et la démocratie, c'est poser ces questions-là. Et on voit bien que ces questions-là, elles parlent à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être actuaire ou de passer par Solva 2 pour se poser ces questions-là. Donc quand on dit que dans nos conseils d'administration, on ne peut plus parler de choses parce qu'on ne fait que de la réglementation, bah oui, d'accord, bien sûr. Mais si on ne parle pas de ces questions-là, évidemment, on ne fait que de la réglementation et on vote des rapports à la queue leu et des politiques écrites. Donc on voit, si vous voulez, que l'exigence mutualiste, quand on la formule, en quoi suis-je utile, à destination de qui suis-je utile, et qu'on la passe au filtre et au tamis de nos valeurs, à ce moment-là, on définit ou on retrouve les contextes, enfin les éléments d'un modèle différent. Je vais revenir tout de suite sur les deux autres, parce que j'ai évoqué démocratie, solidarité, et puis l'engagement et la proximité. Alors, nous, chez Mutlog, comme je vous l'ai dit, on est en B2B2C, on a des gens qui ne nous connaissent pas, qui sont venus là, ils ne savent même pas parce qu'il y a un intermédiaire, ils croient que c'est leur banquier qui les assure ou le courtier qui a vendu les choses. Ça veut dire quoi la proximité chez Mutlog? Alors nous, on s'est dit, peut-être que la proximité, ça serait plus eux qui soient, c'est plus la proximité qui les réunit qui fait qu'on leur doit quelque chose, mais c'est peut-être la proximité qu'on doit avoir avec eux quand ils ont des difficultés. Et nous, comme en plus ils ne nous connaissent pas, hein, les moments des difficultés, bah, c'est quand ils viennent nous demander une prestation. C'est-à-dire en gros qu'on rembourse les échéances de crédit parce qu'ils ont eu un problème. Hein. Alors bon, comme on fait de l'assurance décès en crédit, évidemment, ceux qui sont morts, ils ne demandent rien. Ça c'est sûr, on ne leur doit rien. Mais quand on regarde bien, il y a il y a un prêt sur deux qu'on assure qui est en co-emprunteur. Ça veut dire qu'il y en a un qui est décédé et il y a l'autre qui reste. Donc la question c'est, est-ce que je peux être utile à ces gens-là à ce moment-là? La réponse n'est pas simple parce que comme ils ne nous connaissent pas, ils ne nous trouvent pas, on a fait des expériences hein, pour leur amener des choses, ils ne nous trouvent pas légitimes à les aider. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se creuse la tête pour aller au-devant des gens, puisqu'on leur doit. Parce que, alors nous on fait des choses avec les bailleurs, par exemple, pour les insister à aider les gens qui sont dans les logements, et on n'a pas beaucoup de moyens, on est une petite mutuelle, hein, on finance des expérimentations de mise à disposition d'assistants sociaux quand des gens ont des problèmes de loyer, des choses comme ça. Donc on finance l'expérimentation, on dit monsieur le bailleur, on vous finance l'expérimentation, puis si vous trouvez ça bien et utile, eh ben, vous la généralisez demain et vous passez avec la personne. Voilà. La question qu'on se pose là, c'est qui est légitime à parler à la personne qui a une échéance de loyer impayée. Eh ben, on s'aperçoit que c'est le gestionnaire du bailleur, celui qui encaisse les loyers. Et ça marche. Mais ça veut dire qu'il faut se creuser la tête pour savoir comment être utile aux gens. Ce n'est pas si facile dans le monde d'aujourd'hui, où on est loin, de refaire du lien social et de se dire autour de ce lien social-là, on vous doit quelque chose, nous, et on va essayer de vous aider. Donc cet effort d'aller vers les gens, il est essentiel. Et on ne le pilote pas par des rapports réglementaires ou des résultats comptables. Et il ne demande pas forcément de l'argent. Il demande de l'engagement pour aller vers les gens. Et ça, on ne peut pas le déléguer. Alors après, quand on a des bailleurs, c'est moi qui porte un peu cette activité, parce que c'est normal dans la répartition des rôles d'une mutuelle. Il dit, mais pourquoi Mutlog fait ça? Pourquoi Mutlog financerait une expérimentation? On ne va même pas vous vendre de l'assurance des emprunteurs. Ben non. Mais je dis, parce que c'est notre travail de mutualiste. On ne demande pas à une société de capitaux pourquoi elle fait des bénéfices, c'est normal. Nous, notre travail de mutualiste, c'est l'argent qu'on a ou l'énergie qu'on a de la mettre au service des gens. Voilà.
On ne le fait ça que parce qu'on est mutualiste. Évidemment, on voit que ça change pas mal de choses, quoi. Y compris dans nos gouvernances. Et pour ce qui est de l'engagement, bah, c'est encore plus compliqué pour nous, parce que du coup, alors l'engagement, pour nous, il est fait surtout au sein du conseil d'administration, parce qu'on a des adhérents qui ne nous connaissent pas, donc on leur fait des appels pour voter, pour élire des gens de délégués, mais bon, on en trouve. Hein. Mais il se trouve que, par chance historique, on a un conseil d'administration, et je terminerai là-dessus, de 30 personnes. Alors, généralement, quand je dis ça, comment on peut gouverner à 30 ? Bon. Premièrement. Deuxièmement, les autorités de contrôle disent « Ah ouais, mais 30, c'est beaucoup trop, plus de 18, c'est bien, voilà. » Bon, d'abord, je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, d'une. Deuxièmement, si à 18, vous votez des rapports auxquels vous ne comprenez rien, que vous soyez 18 ou 30, ça ne change rien. Et si, du point de vue des autorités de contrôle, on en voudrait 18 qui soient tous actuaires ou financiers et qui votent avec les mêmes lunettes, franchement, je ne vois pas où est le débat démocratique et où sont les 4 yeux ou les trucs et les machins, quoi. Donc, si c'est pour avoir que des actuaires, donc nous, on a un comité des risques et des machins où il y a les actuaires dedans, ils font leur truc, ils rapportent au conseil et on débat. C'est pas bien compliqué, donc, donc à 30, déjà, on a un petit... Et en plus, il se trouve que statutairement, il y a 5 représentants des organisations, parce qu'on est issu du monde du 1% logement, des organisations syndicales des salariés. Donc, il y a déjà les 5 confédérations, il y a la FNMF, et puis il y a nos apporteurs, et puis il y a l'association qui nous a créés, qui existe toujours, la CMI. Donc, on a déjà 10 membres qui sont désignés, et dans le code de la mutualité, vous devez avoir 2 fois plus de représentants des adhérents spontanément élus, entre guillemets, que de personnes désignées. Donc forcément, si on a 10 personnes désignées, il nous faut 20 administrateurs représentant les adhérents. Donc on est 30 et ça fonctionne très bien. Et à 30, on peut faire vivre un débat. Et la dernière question que je me suis posée, c'est, parce que les 20 qui représentent les adhérents, ils ne jaillissent pas de manière spontanée, encore que un peu. Hein. Bon, mais on les je vois que vous souriez parce que vous savez, on les choisit un peu. Mais bon, on peut se le dire, quoi. Ou du moins on les suscite. Après, c'est voté et tout ça. Mais parmi les gens qui se sont présentés spontanément, on a une déléguée qui est assistante sociale. Donc nous, on a un système, si vous voulez, où parce que nos adhérents, ils arrêtent d'être adhérents et d'être membres du conseil d'administration quand leur prêt se termine. Donc, ils s'en terminent régulièrement tous les ans. Ce n'est pas comme des mutuelles où on a un renouvellement tous les 3 ans ou des choses comme ça. Donc, tous les ans, on a des postes à pourvoir. Bon, là, on avait 3 postes à pourvoir en 2023. On avait 7 candidats quand même. Hein, à la différence de mutuelles qui disent on ne trouve pas de candidats, les gens veulent plus s'engager. Nous, on avait 7 candidats pour 3 postes à pourvoir. Ah ouais, parce que quand on explique que l'objet de la mutuelle, ce n'est pas de faire des rapports réglementaires, mais c'est d'aider les gens à se loger, forcément, on a un peu plus de candidats que d'autres. Bon, donc on en a choisi 3 et on fait un petit comité de sélection et tout ça. Et à partir de critères professionnels, et évidemment, ou de compétences ou d'expérience, et évidemment, la dame qui est assistante sociale, bah, elle arrivait derrière ceux qui géraient des entreprises ou même qui avaient travaillé dans le logement. Mais à un moment donné, moi je me suis dit, mais attends, tu passes ton temps à raconter des histoires comme quoi tu fais du social, du lien social, et tu as une dame qui se présente et qui est assistante sociale, et tu dis, elle n'est pas compétente. Tu as un truc qui ne va pas dans ta tête. Mais ce n'était pas il y a 3 ans, hein, c'était il y a 2 mois, quoi. Hein. Comme quoi, on a beau écrire des bouquins sur le sujet, c'est pas si facile d'incarner les valeurs. Donc, on aura des postes à pourvoir. Donc, j'ai rappelé cette dame en lui disant, écoutez, voilà, cette fois-ci, non. Mais si vous acceptez de faire quelques formations, maintenant en visio, c'est assez facile, hein, pour vérifier son engagement, on veut bien vous proposer vos conseils d'administration. Et là, elle était toute contente déjà et d'une, donc ça, c'est vachement bien. Parce qu'en plus, elle n'est pas parisienne du tout, nous, on est parisiens. Et donc, elle va nous rejoindre, probablement, sous réserve que les instances démocratiques votent oui, mais l'année prochaine, et on va commencer à l'associer à nos travaux. Mais vous voyez que cet effort de dire je fais autrement, je regarde autrement, il n'est pas naturel. Il demande un effort. Et le gros de l'effort que je pense, nous, mutualistes, on a à faire, c'est de se convaincre qu'il est possible de faire autrement malgré toutes les contraintes, et de faire cet effort de se dire regardons le monde avec d'autres lunettes, et peut-être celle des valeurs. Alors,
pas forcément celle que j'ai citée. La démocratie, c'est la solidarité, oui, et la non-lucrativité. Mais peut-être d'autres, c'est pas gênant, ou peut-être pas avec les mêmes territoires, ou avec les mêmes... mais faisons cet effort-là. Et cet effort-là, le bouquin, si vous le lisez, je pense le démontrera, il vaut le coup. Je pense qu'il vaut le coup. Donc je pense que la mutualité a encore un avenir si on fait cet effort-là, et cet effort, il n'est pas financier. Parce que moi, ce que je vous explique, c'est Mutuelog, mutuelle de 35 personnes, petite mutuelle alternative. On arrive à faire des choses, donc ce n'est pas une question de taille ou de montant, c'est une question d'envie. Et comme a dit une administratrice, quand on fait des tests sur des trucs, même si on n'a aidé que 2 personnes en difficulté, on aura au moins aidé ces 2-là. Et je pense que c'est ça qui fait la valeur de ce qu'on fait au-delà du métier et du business. Merci Christian pour cette introduction. Dis-moi, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça perturbe, mais finalement, quand même, pour faire cet effort, ça coûte quand même de l'argent. Vous en avez beaucoup, visiblement, parce qu'on peut aller au-delà des services de base, j'allais dire, de Mutuelog et l'assurance emprunteur. Non, ça ne coûte pas tant d'argent que ça. La Croix-Rouge a fait pendant le Covid un service pour accompagner les personnes en très grand isolement. Les personnes qui sortaient plus de chez elles, quoi, vous voyez, donc qui se désocialisaient. Et ils se sont dit, bon, je ne sais pas comment on s'est trouvé sur les réseaux sociaux et tout ça, ils se sont dit, mais ce service des personnes qui sortent plus de chez elles et en très grand isolement, ça vaut, il n'y a pas que pendant le Covid et le confinement, ça va exister. Donc ils ont poursuivi le service. Alors, leur plateforme pour le service a eu quelques soucis. Et ils font un service d'accompagnement à la fois à base de gens qui sont un peu professionnels, mais de bénévoles. Pour aider une personne à ressortir, le dossier, c'est 120 € par personne. Moi, si j'ai 100 millions d'euros de fonds propres, que j'ai une économise 3% de dividendes, je dis ça comme ça, les 3%, c'est bon. Allez, 2,5. Alors, 100 millions d'euros, 2,5, ça fait 2,5 millions. Je peux en faire des dossiers Croix-Rouge, puisque je dis, j'ai des moyens parce que je n'ai pas d'actionnaire, et donc cet argent, voilà. Je peux en faire. Donc non, ça ne coûte pas d'argent. Simplement, il faut aller au-devant. Et le vrai problème qu'a la Croix-Rouge, et c'est le même problème qu'on traite avec les bailleurs, c'est d'identifier les personnes, puisqu'ils ne sortent pas. On ne les voit plus. C'est tous ceux qui sont désocialisés et qu'on ne voit pas et qui ne réclament jamais les aides, les machins et les trucs. Ben nous, on n'est pas gros, mais on va aller chercher ceux-là. Et c'est ceux-là qu'on va aller chercher avec les bailleurs. On fait ça, un service d'assistance sociaux avec un bailleur, on fait un service d'entraide entre voisins avec un autre bailleur, on fait un service d'aide au déménagement, parce que les bailleurs, y compris sociaux, parfois se trouvent avec des personnes, des familles qui sont devenues monoparentales, les logements sont très grands, mais c'est tellement compliqué de déménager qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué. Et donc on finance des expérimentations de ça. Financer une expérimentation d'aide au déménagement, c'est 500 € le coût. Donc on dit aux bailleurs, on vous en finance 3 ou 4, vous allez y prendre goût parce que vous allez voir que vous allez récupérer un logement plus grand que cette famille qui... Et puis après, c'est vous qui le financerez. Et comment on fait après? Moi, je leur dis, ben nous, l'argent qu'on met, il n'est pas reconstructible. Si jamais vous contractualisez avec notre partenaire, eh ben, sachez que nous, on prend quelques euros pour reconstituer la cagnotte. Alors, on commence donc. Pour l'instant, on est à la phase où on dépense. On n'a pas eu... Mais on prend quelques euros et on reconstituera la cagnotte pour en aider d'autres. Ce n'est pas si compliqué quand on fait l'effort de se poser la question. Alors évidemment, nous, on ne va pas en aider des millions comme ça. Mais si on essaime notre impact, ça sera à la fois ce qu'on aura aidé avec nos expérimentations, mais notre impact, ça sera d'avoir convaincu les bailleurs. Et nous, on aimerait bien convaincre nos distributeurs de crédit qui mettent notre assurance des emprunteurs qu'ils ont un devoir qui va au-delà de simplement la douche, le logement et tout ça. Et qu'on aimerait bien aussi convaincre nos distributeurs de crédit que quand il y a une échéance impayée, au lieu d'envoyer une lettre recommandée, peut-être que si on fait intervenir un assistant social sur des personnes qui sont désocialisées pour aider à monter des dossiers d'aide, eh ben, ça sera plus efficace que d'envoyer une lettre recommandée. Donc ça, c'est la deuxième mission, c'est essayer d'évangéliser au-delà, parce qu'on est une mutuelle entre guillemets militante, même si dans notre conseil d'administration. Et la troisième, mais ça on y travaille aussi, ça serait de porter des revendications. Parce que les mutuelles ont eu cette dimension-là, elles ne sont pas toutes obligées de l'avoir, pour dire comment on peut aider les gens à mieux se loger. Et nous, singulièrement, on est sur les sujets de la perte d'autonomie pour le grand âge. Voilà. Et on fait ça, tout ça avec nos petits moyens. Tout d'abord, un grand merci pour votre intervention passionnante et inspirante. J'ai une question sur les sociétés à mission. Comment est-ce que vous voyez ce nouveau statut de société à mission par rapport à ce qu'il peut apporter aux mutuelles ou pas?
Vous avez parlé de Pascal Demurger, il y a le Crédit Mutuel qui est aussi en route. Quelle est votre vision là-dessus? Alors, je savais que les questions sont compliquées. C'est la bonne question quand elle est compliquée. Alors moi, je ne suis pas fanat de ça. Néanmoins, on a créé avec des petites mutuelles, hein, enfin plutôt des petites, des dirigeants effectifs, des amis, un petit groupe d'échange sur les valeurs mutualistes. Donc en gros, on se réunit 2-3 fois par an autour d'un buffet et chacun partage son expérience. Et parmi les amis qu'il y en a une qui a transformé sa mutuelle en mutuelle émission. Et donc, normalement, le prochain échange dans 15 jours, c'est pourquoi tu as fait ça? Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas fondamentalement... enfin, je suis même... Alors, pas contre le statut d'entreprise à mission, ça, c'est pas mon sujet. Mais moi, ce que je dis, c'est que si nous, mutualistes, on faisait l'effort de travailler collectivement, hein, parce qu'après, il y en a plein qui font des efforts individuellement, hein. Quand je dis qu'on ne fait pas, c'est plutôt collectivement. Hein, donc, de travailler nos référentiels collectivement et de les porter, ils seraient beaucoup plus exigeants que tous les référentiels de vertu, RSE, ISR, mission, que tous ces référentiels-là. Donc, moi, j'ai fait une interview, une discussion avec l'Institut français des administrateurs sur la RSE, je le mets un peu dans le même sac, mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Hein. La RSE et les mutuelles, enfin, moi, c'était le bout mutuel, et moi, je dis, moi, la RSE, elle ne sert à rien, parce que mes engagements, ils sont bien plus exigeants que ceux des référentiels RSE ISO 26000. Et d'une. Et de deux, la forme et la formalisation de ces démarches fait l'impasse sur quelque chose qui, de mon point de vue, est essentiel, qui est la démocratie. On a fait venir au Cercle Vivienne Pascal Demurger au moment où il a sorti son livre, mais la question de la démocratie, ce n'est pas la sienne, hein, de Pascal Demurger. Ce n'est pas son sujet, la démocratie. Les adhérents, la discussion, le débat, ce n'est pas son sujet. Or, moi, je pense que la démocratie, comme la solidarité, si on s'en réclame, indépendamment des modèles, indépendamment de l'aide qu'on doit aux adhérents ou à la population, c'est des valeurs, si on s'en réclame, on doit les défendre pour elles-mêmes. Notre mission, c'est, si on peut dire, c'est aussi de faire la preuve qu'il est possible de faire démocratie ou solidarité aujourd'hui, indépendamment. Et cette preuve, sinon, c'est des mots trop importants pour nos sociétés, pour ne pas les incarner et pour ne pas se sentir obligé de les incarner vraiment. Et si on peut apporter quelque chose, nous mutualistes, hein, chacun c'est de faire la preuve que ces valeurs existent, et d'aller au-devant de ceux qui les font vivre dans d'autres formes, hein, qui d'ailleurs peuvent être des sociétés de capitaux, c'est pas grave, si vous voulez. Mais ces valeurs, elles valent pour elles-mêmes. Elles valent au-delà de notre métier. Et ça, je ne retrouve pas ça. Mais peut-être qu'après, dans 15 jours, si vous me reposez la question, après que le directeur général de cette mutuelle, engagé, hein, m'a expliqué pourquoi il s'est transformé en mutuelle émission, je vous dirai le contraire. Donc, mais je suis réservé sur le niveau d'exigence. Et je suis surtout réservé sur le fait qu'on voit dégringoler une avalanche de référentiels extérieurs à notre modèle et que ça va banaliser notre modèle. Alors après tout, ça risque de... Et j'ai écrit un article dans LinkedIn, c'est la RSE va-t-elle tuer le mutualisme? C'est pas la RSE qui va... C'est que si on court après les modèles des autres, on va perdre toutes les batailles et on n'aura plus de raison d'exister. Mais après tout, si on n'est pas capable de faire la démonstration qu'on fait plus ou différemment des autres, plus ou différemment, hein, bah, on n'a pas de raison que le mutualisme continue. Moi, je le dis clairement. Ce n'est pas la peine, si vous voulez. Si c'est pour faire comme les autres, ce n'est pas la peine. Donc moi, je pense que c'est plus exigeant sur les niveaux de solidarité, d'engagement, de démocratie, proximité. Donc je ne cours pas après ces... mais ils me rattrapent, hein, avec l'Europe et la CSRD et tout ça. Hein. Je voudrais quand même faire observer, la CSRD, c'est la nouvelle directive là, qui va élargir les obligations de reporting, durabilité, tout ça. Là, hein. Donc on a eu une présentation hier. Enfin, c'est effrayant les trucs. Mais on va se retrouver devant un modèle où on va nous demander des obligations de reporting. Ces reportings, ils seront vérifiés par des commissaires aux comptes, dont le track record en matière d'engagement sociétal, pas individuellement, mais collectivement, est quand même pas... bon, les comptables,
Moi, je ne les ai pas beaucoup vus, mais institutionnellement, hein, je ne parle pas personnellement. Les régulateurs de la CPR, donc quand même, franchement, ce n'est pas non plus trop leur truc, la société, le lien social, le green. Et, comble du comble, les rapports narratifs devront être faits de telle façon qu'un petit robot d'intelligence artificielle, et c'est écrit dans la directive, soit capable de les décoder pour vérifier qu'on a bien tout rempli. Donc si les enjeux sur la planète ou de lien social, le contrôle de notre vertu, à tous, hein, ça ne sera vrai pas que pour les mutuelles, et dans les mains des régulateurs, des comptables ou des robots, moi je suis très inquiet sur l'avenir de ces vertus-là. Et nous, qui sommes des sociétés de personnes, des gens, puisque c'est ça les mutuelles, c'est des sociétés de personnes, ben, si on ne fait pas vivre des gens, en vrai des gens, et qu'on ne va pas avoir des gens, on n'a pas fait notre boulot. Mais si on les fait vivre, on sera des modèles alternatifs. Alors moi, je n'y serai plus, hein, mais on pourra être des modèles alternatifs parce qu'on regardera avec d'autres lunettes. On ira regarder les vrais gens et pas les rapports. Voilà. Donc moi, j'attends que mon commissaire Ocon vienne m'expliquer que je ne suis pas vertueux, hein, quand même. Hein. Il ne va pas m'expliquer ça. Il va m'expliquer que je ne remplis pas les conditions du rapport, quoi. Mais si je passe plus de temps à faire des rapports qu'à aider les gens, franchement, ça, je ne supporte pas. Alors, là, vous avez compris, je ne supporte pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les mutuelles ont l'impératif de se différencier véritablement des autres structures. Bon, les mutuelles font partie de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, avec les coopératives, les associations. Et l'ESS représente quand même un poids important en France, puisque c'est 10% du PNB, 13% des salariés. Bon. Est-ce que ça se voit dans la gestion des problématiques françaises, que les mutuelles ou l'ESS a ce poids assez important dans l'économie? Je reviens à ce que vous avez dit au début de votre intervention, qui m'a un peu interpellé. C'est que vous dites que quand vous êtes arrivé à votre mutuelle, vous avez été un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas de règles de management spécifiques. Bon, est-ce que ce n'est pas un vrai problème, ça, que les mutuelles n'aient pas de règles de management spécifiques, qu'elles se contentent effectivement d'obéir aux directives extérieures, qu'elles aient les mêmes contrôles de gestion que les autres entreprises, hein, c'est-à-dire, contrôle de gestion, on sait que c'est très court-termiste, et ça ne peut pas atteindre effectivement les grandes ambitions sociales ou sociétales. Donc est-ce que ce n'est pas, dans ce domaine-là, de refuser une forme de gestion coutumière, habituelle, c'est pas dans ce refus, ou du moins dans cette ambition de présenter une alternative différente, au moins partiellement dans leurs activités, que les mutuelles pourraient retrouver une visibilité propre dans l'économie? Ben si, c'est précisément l'objet du livre, de poser cette question-là. Je ne suis pas sûr d'avoir donné toutes les réponses, mais vous avez parfaitement raison. Moi, je prends un exemple un peu provocateur. Quand même, en France, alors il est provocateur, hein, mais c'est bon d'abord. En France, le marché de la banque est tenu essentiellement par des banques, entre guillemets, coopératives, hein, entre les banques populaires, le crédit mutuel, le crédit agricole, tout ça. Donc l'essentiel du marché des particuliers est tenu par ces banques-là. Ça n'a pas changé grand-chose à la finance mondiale, hein. Quand même. Donc c'est pas parce qu'on est gros, si on pilote avec les... En gros, c'est ce que vous dites, si on pilote avec les mêmes indicateurs et avec les mêmes réflexes, c'est pas parce qu'on fera sur les strapontins de nos comptes des dotations à des fonds d'entraide ou à des fondations ou à des machins, ce que peuvent d'ailleurs faire les sociétés de capitaux qui ont des fondations, qu'on aura changé le modèle. Vous avez raison. Donc le livre, il appelle à faire ce que vous dites, c'est-à-dire essayer de faire l'effort de repenser autrement. Je vais prendre juste un exemple que je n'ai pas pris, qui est autour de la question de la non-lucrativité et de la façon de regarder autrement. J'ai dit en introduction qu'une mutuelle travaillait avec l'argent de ses adhérents au profit de ses adhérents. Quand une mutuelle fait du bénéfice une année, économiquement, ça veut simplement dire qu'elle a demandé à ses adhérents plus d'argent qu'elle n'en avait besoin pour remplir les obligations qu'elle en avait vis-à-vis d'eux. Ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle de faire un bénéfice, philosophiquement, puisque normalement, j'ai bossé avec l'argent de mes adhérents
pour leur rendre un service. Donc si je fais des bénéfices et que j'accumule des fonds propres, je le leur pique. Mais une fois que j'ai dit que le résultat comptable annuel n'était pas pertinent comme critère de performance, là, je me trouve, y compris moi, devant un trou béant. C'est-à-dire comment j'apprécie de savoir si j'ai bien, entre guillemets, travaillé ou mal travaillé. Eh bien, cet effort auquel vous appelez de reconstruction de quels seraient les outils de pilotage, une fois qu'on aurait changé les lunettes, parce que je ne peux pas ne pas avoir d'outils de pilotage économique. Quand on a, dans certaines mutuelles, oublié ça, on a gaspillé en mauvaise gestion ou je ne sais pas quoi l'argent des adhérents et ce n'est pas mieux. Donc il faut bien qu'on ait des outils de pilotage économique pour être sûr qu'on ne le gaspille pas. Faire zéro de résultat, ce n'est pas non plus un critère de bonne gestion. Donc il faut qu'on en trouve d'autres. Et ça, collectivement, on ne travaille pas dessus. Hein. Alors nous, chez Mutlog, dans notre métier spécifique, qui ne serait pas la même chose que dans une mutuelle santé, on a commencé à travailler dessus en disant, voilà, on fait métier de long terme, il faut qu'on ait assez de fonds propres pour payer le dernier prestation au dernier adhérent. Donc pour nous, Solva 2, je me tourne vers monsieur parce qu'il est dans une mutuelle santé, mais pour nous, Solva 2 est assez pertinent, même si sur la santé, il ne l'est pas. Mais le travail est à faire. Il faut qu'on reconstruise. Et si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on n'a pas de raison d'exister en tant que tel. Voilà. Effectivement, il faut que les dirigeants soient d'accord pour le faire et aient la volonté de le faire. Bon, je ne sais pas quel est le pourcentage des dirigeants de l'ESS qui l'ont, parce qu'ils sont très pris par le système général qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Mais là, ma question s'adresse à vous. Dans votre mutuelle, est-ce que vous avez modifié, par exemple, certaines façons de contrôler, de vérifier l'activité des gens? Est-ce que vous avez abandonné l'idée du profit ou la marge positive comme règle de gestion? Parce que là, vous êtes acteur. Donc alors, oui, effectivement, on l'a fait, mais d'abord, c'est un long travail parce que, comme je disais sur un autre sujet, c'est compliqué de faire autrement. Nous, on a dit, finalement, sur cette question du résultat, après, on a dit, donc si le résultat annuel n'est pas un bon critère de performance, c'est quoi notre critère de performance avec les outils comptables qu'on a aujourd'hui, hein, parce que... Et nous, on a dit, la réglementation solvabilité 2, sur laquelle je suis critique, mais pas pour le coup, nous oblige à vérifier qu'on a suffisamment de fonds propres pour payer le dernier adhérent dans tous les cas. Et donc, elle nous fait faire les calculs, hein, donc, voilà, de couverture, des fonds propres pour nous assurer qu'on va payer. Donc ça, c'est un engagement que je dois à mes adhérents. Donc on pilote par le taux de couverture de ce qu'on appelle le SCR, le Solvency Required, Capital Required, en disant il faut, le résultat va servir à alimenter ça, il faut que ça soit suffisant, selon les calculs qui sont donnés, pour couvrir. Alors il se trouve, il faut que ça soit suffisant, mais pas trop. Parce que si c'est trop, ça veut dire qu'on en a mis trop de côté. Alors, comme nous, on est sur un métier de long terme, on s'est rajouté une exigence supérieure, on a fait des calculs, à celle qu'exigent les réglementations. Mais même avec ça, on est très largement excédentaire en fonds propres. Ça veut dire qu'on a accumulé au fil de l'histoire de Mutlog. Alors, pour une raison assez simple, c'est que dans l'histoire de Mutlog, on a perdu des adhérents à un moment donné, on les regagne aujourd'hui. Et quand on a perdu des adhérents, enfin, on en avait moins. Et donc, les besoins étaient moins forts. Et donc, comme on n'a pas rendu l'argent à ceux qui restaient, et bien évidemment, on a augmenté le matelas, hein, puisqu'il y avait moins d'exigences. Bon, la question, c'est, aujourd'hui, on couvre plus de 4 fois le SCR, ce qui est beaucoup pour un métier. Oui, mais je me tourne toujours vers monsieur, parce qu'il a les éléments de... Ce qui est beaucoup trop. Donc, du coup, quand on dit que c'est beaucoup trop, ben, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est, qu'est-ce qu'on fait? Comment on pilote? Donc nos outils de pilotage, et on y travaille, hein, alors moi je ne suis pas président depuis, mais nos outils de pilotage, c'est de dire, mais si on continue à se développer, avec les marges qui diminuent, est-ce qu'on couvre toujours 4 fois? Alors non, si on continue à se développer, on va couvrir que 2 fois. On s'est mis à un taux d'obligation qui était 2 fois. Mais vous voyez, donc on a commencé à faire ça. On a fait une deuxième chose, dans la présentation des résultats, mais on n'est pas au bout de l'histoire, qui était de dire, au lieu de présenter le résultat comptable avec la... On va faire un camembert en disant, voilà d'où viennent nos ressources, donc pour l'essentiel, les cotisations des adhérents et pour une part plus petite, les produits financiers, et voilà à quoi on les utilise. Et ça, c'est plus lisible que... Alors, on les utilise à quoi? Payer des prestations aux adhérents, ça c'est quand même un peu normal.
payer un réassureur, parce que nous, on est réassurés, payer des frais de développement, et payer les partenaires distributeurs quand même. Et donc, on fait un camembert qui présente ça. Et là, on peut discuter. Donc, on est en train de modifier. Alors, il faut qu'on sophistique, tout ça. Quand on présente l'évolution de nos provisions, puisqu'on est obligé de provisionner, on explique à notre conseil d'administration pourquoi c'est important d'augmenter les calculs nous conduisent à augmenter les provisions, parce que sur les garanties arrêt de travail ou des choses comme ça, les règles sont en train de changer, ou la population change et tout ça. Donc, on commence à présenter nos agrégats comptables en fonction de leur utilité. Mais franchement, nous tout seuls, tout petits dans notre coin, ça serait plus utile si on le faisait collectivement et qu'on engage une réflexion tous pour le faire. Et dernier point, parce que sinon, moi, je ne m'arrête pas. C'est l'idée. Ah ouais, c'est l'idée. Juste un truc. On dit, on est mutualiste. Donc nous, on va faire une étude pour savoir, mais ça c'est un autre mutualiste qui m'a donné l'idée, si dans la gestion des prestations, au-delà de tout ce que font les auditeurs ou les contrôleurs là, qui contrôlent si on est conforme à la réglementation, tout ça, si nous on est bienveillant. Alors, mesurer la bienveillance, c'est pas facile. Hein. Donc pour l'instant, ça sera en septembre, donc je vous en reparlerai l'année prochaine. Oui, bonjour et merci. J'ai deux questions. Alors, l'une, c'est pour... non. L'une, c'est pour reprendre une critique traditionnelle faite au modèle, et vous avez donné les éléments pour la formuler. Vous nous avez dit, il n'y a pas, comme dans les sociétés de capitaux, la vigilance, si je peux employer ce terme, des apporteurs qui veulent voir le retour de leur argent. Vous nous avez dit aussi, surtout dans le modèle indirect que vous avez vis-à-vis de vos clients, de vos adhérents, que la vigilance des adhérents était quand même relativement souple et molle, voilà. Vous êtes gentil. Et contrôlable, qui plus est. Et donc, faire vivre les valeurs de la mutualité ou des coopératives repose essentiellement sur le dirigeant, c'est-à-dire sur sa qualité, sur sa volonté de les faire vivre. C'est ce que vous nous avez dit. Mais alors du coup, c'est essentiel pour le modèle que le dirigeant soit un bon dirigeant. C'est-à-dire, vous l'êtes sans doute, mais c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un modèle qui donne trop de poids aux dirigeants? C'est-à-dire, si on en a un mauvais, c'est pas bon, si on en a un bon, c'est bon. Et finalement, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un entre-soi du dirigeant avec, disons, les gens qu'il connaît, enfin, une sphère propre, qui permet une certaine incrustation du management au sein de vous, dont vous connaissez bien cette critique qui est faite au modèle. Mais, vous voyez, vous l'avez juste ébauché, je vous la livre plus franchement. Ma seconde question, c'est... Alors, pardon. Non. Juste, mais après, je répondrai plus en détail, mais à toutes les questions que vous posez, la réponse est oui. Il y a de l'entre-soi, oui, il y a un problème de ça. Bon, mais allez-y. Alors, les mutuelles ou coopératives, au fond, c'est une logique où disons, la partie prenante est soit le fournisseur, on le voit bien sur les coopératives agricoles, c'est le producteur qui apporte et qui mutualise, bon, ou le client, comme les mutuelles santé. Il y a une autre vigilance possible, j'aime bien ce mot, qui sont les salariés. Et quel est le rapport entre la mutualité et, disons, la codétermination, la cogestion à l'allemande, etc. Quelle est la place des salariés dans ce modèle? Quand je disais que les questions étaient... Vous voyez, Alors, j'ai la réponse à la première, j'ai pas la réponse à... Enfin, j'ai un élément de réponse à la première, j'ai pas un élément de réponse à la deuxième. Sur l'idée que ça ne repose pas sur la bonne volonté des dirigeants, je pense qu'aujourd'hui c'est le cas, soyons clairs, aujourd'hui c'est le cas. Moi, quand je fais le bouquin, j'appellerai à ce qu'on se réunisse collectivement pour rajouter un référentiel à tous ceux que je critique, qui c'est le référentiel mutualiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être mutualiste et qu'est-ce que ça veut dire de porter des valeurs, et que ça soit fait collectivement. Et celui-là nous obligerait, et il faudrait qu'on trouve les voies et les moyens pour vérifier, nous obligerait nous en tant que dirigeants. Donc, mais aujourd'hui, le travail n'est pas fait. Ce qui fait que vous pouvez vous trouver dans une situation où Pascal Demurger est capable de faire un article de 3 pages dans je ne sais plus quel canard pour expliquer comment il est vertueux, sans utiliser une seule fois le mot mutuel, mutualisme et tout ça. Puisque finalement, c'est lui qui l'incarne à lui tout seul. Alors en fonction de ce que vous venez de dire, c'est pas étonnant, mais c'est quand même un problème, parce qu'il ne défend pas un modèle, il défend
pardon, j'allais dire son ego, alors que normalement, il devrait être obligé. Il devrait dire, c'est parce que je suis au service de cette forme juridique-là et de mes adhérents que je fais ça, c'est pas parce que je suis gentil et moi, Pascal Demurger. Mais vous avez raison, cette question, mais on a la réponse. Si on veut bien s'atteler collectivement à définir le niveau de nos exigences, on pourra peut-être mettre des garde-fous ou des obligations. En revanche, sur le second, mais là, peut-être, qui est de dire, parce que si je fais un truc très cynique, moi je représente les adhérents. Plus les salariés sont payés, moins je rends d'argent aux adhérents. Non mais si on prend le modèle partie prenante tout bête, et d'ailleurs, quand je suis arrivé en mutualité, le débat sur le salaire du directeur, comme on disait à l'époque, était un vrai débat, parce que moi j'ai été DG avant d'être président, donc j'ai bien vu comment les élus de la France mutualiste disaient « oui, il est trop payé », tout ça. Bon, parce que c'est quand même nous, les qui avons combattu pour la... Ils n'avaient pas tort quand même, hein. On n'a pas réglé cette question-là. Et franchement, pour le coup, conceptuellement, je pense qu'il faudrait là aussi se mettre autour de la table pour savoir comment dire, comment faire que dans une mutuelle, avec la contradiction que je viens... Enfin, des contradictions, on en a en permanence, hein. Nous, on est sur un marché concurrentiel, Schmitt-Log, donc quand on fait des produits, on est bien obligé de tenir compte de la concurrence. Donc on ne fait pas que des produits, entre guillemets, les plus vertueux, sinon on ne passe pas, quoi. Donc, mais celle-là, par exemple, je ne saurais pas vous dire comment la traiter. Mais elle est réelle, elle est fondamentale. Alors moi, ce que j'ai fait chez Schmitt-Log, c'est j'ai dit 35, hein. Bon, déjà, au CA, j'ai un représentant des salariés. J'ai dit la responsable du CSE, elle sera automatiquement au CA. Et ce que je commence à faire, c'est de dire aux directeurs, à tout le moins qui assistent au conseil d'administration, mais vous avez le droit et le devoir de la parole et d'avoir un avis, et pas uniquement un avis technique, parce que vous êtes un être humain, on parle de questions de logement, et il n'y a pas de raison que parce que moi je suis élu, je n'écoute, ou parce que les 30 autres on est élus ou représentants, on n'est pas à vous écouter parce que vous avez peut-être des choses à nous dire. Mais vous voyez, c'est un peu capillotracté, comme on dit, hein, comme raisonnement théorique. Donc, je ne sais pas. Mais la question est essentielle. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup, Christian, pour les propos clairs et enthousiastes. Je me suis retrouvé dans beaucoup de choses, effectivement. Et puis, sur le moment, finalement, du livre, et c'est le bon moment, puisqu'on voit que même à l'ONU, on commence à parler de l'économie sociale et solidaire. Même l'OCDE commence à parler de l'économie sociale et solidaire. Et donc, je trouve que le sujet des deux modèles se pose de plus en plus. Et en effet, d'un certain point, je me dis qu'il y a de plus en plus d'entreprises à mission. C'est plutôt bon signe parce que ça va dans le bon sens. Et puis c'est vrai qu'après, je me dis que pour Pascal Demurger, c'est à la fois l'ego, mais c'est aussi une façon intelligente de faire venir des clients potentiellement. C'est de dire, vous voyez, comme je suis, voilà, je fais bien sur la photo, je fais ce qu'il faut, donc venez chez moi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, je trouve, cette idée qui est assez intéressante. Et ce que vous avez dit sur, en particulier, comment finalement on arrive à garder la pureté du modèle, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et alors par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que par rapport aux salariés, souvent, c'est justement, on va dire en termes de marque employeur, c'est d'essayer de faire venir des collaborateurs qui seraient intéressés par le fait qu'il y a un monde un peu différent, mais on a bien entendu dans les questions de ce matin que ce monde finalement est souvent un peu le même que dans une autre entreprise, hein, il ne faut pas trop se cacher ça. Nous, on a essayé à la Mutuelle Générale de beaucoup travailler à travers le télétravail, d'essayer d'ouvrir au maximum les possibilités pour que les personnes se sentent le plus à l'aise possible, en se disant si elles sont bien, ça fera de la qualité de service et donc les adhérents s'y retrouveront à la fin. Alors moi j'avais une question par rapport à tout ce qu'on a dit là et les débats, c'était, enfin moi ce qui m'a frappé, c'est que en tout cas dans notre mutuelle, que ce soit les présidents des comités de section, les adhérents ou le conseil d'administration,
tout le monde a un certain âge. Et donc, en fait, je me disais, finalement, alors que ce sont des valeurs magnifiques, on a l'impression que les nouvelles générations qui arrivent, les jeunes, sont plutôt sensibles à tout ça. Bah, finalement, comment on pourrait donner un coup de jeune, finalement, au modèle mutualiste pour lui redonner, justement, lui redonner envie et montrer que c'est un vrai modèle pour les jeunes. Oui, et donc un modèle pour le futur. Oui, c'est ça, oui, parce que s'il y a des vieux... alors, bon, nous, on a fait rentrer des jeunes, alors c'est vrai, au conseil d'administration. Non, mais la question... Alors, moi, j'ai assisté, mais sans doute, toi aussi, on se tutoie toujours en mutuelle, à des groupes de travail de la FNMF sur la question de l'engagement. Alors d'abord, c'est toujours des groupes de travail qui sont contraints parce qu'il n'y a que 4 réunions, parce qu'il faut produire une motion pour le congrès, donc voilà. Et... c'était Jean-Claude Albinet, qui est maintenant en retraite, qui est un mutualiste ancien, donc convaincu, qui présidait. C'est pas lui qui est en cause, c'est nous collectivement. Mais vous ne pouvez pas lancer un groupe de travail sur cette question de l'engagement des jeunes sans qu'au bout de 10 minutes, la question arrive sur on ne trouve plus personne pour rentrer dans nos conseils d'administration. Mais pardon, mais l'engagement que nous, on doit susciter, ce n'est pas l'engagement au profit de la mutuelle. C'est l'engagement au profit des gens qu'on doit servir. C'est ça l'engagement mutualiste. C'est pas je suis là pour faire vivre la mutuelle, je suis là pour aider les autres gens. Donc déjà, on ne voit plus les mêmes choses. Alors en plus, quand vous dites je ne trouve pas de gens pour entrer dans mon conseil d'administration et que dans les ordres du jour de vos conseils d'administration, vous n'avez que des rapports réglementaires à traiter, franchement, ça ne motive pas. Alors quand j'entends les mutualistes dire les jeunes ne veulent plus s'engager, moi je comprends que les jeunes ne veulent pas s'engager, si vous voulez. Et moi je dis. Donc la question, c'est quel engagement on suscite au profit des gens. Mais vous avez des mutuelles, et peut-être la vôtre, je ne sais pas, mais qui ont plein de comités régionaux dans lesquels ils font des actions de prévention locale, ils dotent de moyens, et là ils trouvent des gens pour s'engager. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est bien par là que ça va se passer. Et une fois qu'on aura des gens engagés, c'est ceux-là qui viendront naturellement dans nos comités de section, nos conseils d'administration. Mais c'est un travail de long terme puisqu'on n'est plus identifié comme étant un acteur de la santé. Enfin, si on parle de la santé, alors nous, l'acteur du logement, c'est même pas la peine. Encore que les bailleurs nous connaissent un peu, mais on n'est plus identifié comme ça. Bien souvent. On est identifié comme une complémentaire qui paye derrière la Sécu. Donc, il y a tout un travail à faire. Et moi, je suis persuadé. La Croix-Rouge, elle n'a pas de mal à trouver des bénévoles de terrain, pardon. Ceux qui sont sur les... Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait je ne sais pas combien de dizaines de milliers de gens qui étaient bénévoles pour les Jeux Olympiques. Donc, non mais... Donc on a un sujet, c'est que nous, on n'est plus ancrés dans les problèmes des gens parce qu'on est devenus des sociétés d'assurance, entre guillemets, dans notre fonctionnement et dans... Et encore une fois, je ne parle pas de la mutuelle générale, je ne sais pas ce que vous faites, mais souvent c'est ça la question, quoi. Et on n'est pas proche des réalités. Et donc, mais encore une fois, il y a des mutuelles qui font ça. Donc il faut trouver, il faut proposer, puisque l'engagement, c'est plus je m'engage autour de la mutuelle pour aider les gens, puisque c'est plus le cas, c'est plus la motivation d'adhésion à une mutuelle, puisque c'est obligatoire. C'est à nous de susciter des formes d'engagement nouvelles. Et je pense que pour le coup, ça fait, comme faire vivre la démocratie, ça fait partie de nos obligations spécifiquement mutualistes. C'est pas aberrant de ne pas demander à BNP Paribas de ne pas susciter des formes d'engagement, encore que certaines sociétés de capitaux le font avec les salariés pour lesquels on autorise des choses comme ça, pour leurs salariés. Et eux, ils ont pas, c'est pas leur mission. Nous, notre mission, c'est effectivement de susciter ces formes d'engagement-là. Mais effectivement, on a un vrai sujet. Alors nous, chez Mutlog, en plus, alors, nos adhérents, ils ne nous connaissent pas, alors, je peux vous dire qu'on ne fait rien du tout là-dessus. Mais je n'ai pas réglé le problème, quoi. Alors j'en ai d'autres à régler, mais je n'ai pas réglé. Oui, mais merci beaucoup pour la présentation. Vous avez bien indiqué qu'il y avait 2 modèles et vous avez marqué de manière très claire qu'en fait, si on se place sur le plan monétaire, la vraie différence cruciale, c'est que vous n'avez pas d'actionnaire à rémunérer. Et en même temps, vous dites on a besoin d'un certain nombre de standards et c'est vrai qu'on cherche à être efficace quand même parce que c'est le premier service qu'on rend à nos membres. Alors pourquoi est-ce que dans les standards mutualistes que vous appelez de vos voeux, il n'y a pas l'idée d'un fonds mutualiste qui serait doté comme on rémunère des actionnaires et qui dit que si vous avez cité 2%,
On peut être plus ambitieux, on peut dire 3%. Pourquoi est-ce que dans le camembert que vous décrivez, est-ce qu'il n'y a pas les 3% qui sont dus? C'est-à-dire de dire, moi je suis dans une mutuelle, je trouverais scandaleux que le choix que j'ai fait en disant je ne veux pas que ça rémunère des actionnaires, ils ne viennent pas sur autre chose qui est dans mes valeurs. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'une vraie mutuelle, parce qu'on parle des banques mutuelles, c'est une vaste blague, à la fin, ils ont remonté des sociétés de capitaux qui sont motivées par le profit, pas toutes, mais beaucoup, exactement comme les autres. Le jour où on sait que c'est fromage ou dessert, c'est-à-dire que les 3% qu'on doit à la collectivité des membres, ou élargie des membres, puisqu'elle élargit votre communauté, ben, ils sont quelque part, on peut les mesurer à l'euro près tous les ans, est-ce que ce ne serait pas mieux? Alors, premièrement, encore une fois, très bonne question, et vous avez parfaitement raison. Et donc moi, une fois que j'ai revu... une fois que j'ai dit, si vous voulez, que j'ai commencé à travailler sur mes obligations économiques, l'excédent que je ne distribue pas aux actionnaires, il devrait ressortir quelque part, hein, puisque j'ai les mêmes contraintes de solvabilité que les sociétés de capitaux, donc on est à égalité là-dessus. Hein. Et la question, c'est qu'est-ce que je ferai de cet excédent? Alors moi j'ai dit, cet excédent, il doit servir à conforter nos fonds propres pour payer le dernier adhérent à la fin, donc ça fait partie. Mais quand j'en ai déjà trop, entre guillemets, la question se pose. Ça, c'est une première question. Toutes les mutuelles, ou quasiment toutes, je fais une incidence. Donc oui, vous avez raison, il faudrait qu'on ait ce type d'obligation. Mais il faut les calibrer économiquement. Donc il faut faire les calculs, quoi. Et donc, pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'ai écrit au directeur général et au directeur général adjoint actuel en disant on va recalculer, on va regarder combien on pourrait dégager pour faire. Voilà. Au passage, quand même, on avait des fonds qui arrivaient dans le cadre de notre groupe, parce qu'on a une association, des fonds qui arrivaient, qui se libéraient, et au lieu de les mettre dans les mutuelles, on les a mis, qui avaient déjà assez de fonds propres, on les a mis dans une union de mutuelles de livre 3 destinée à aider les gens. Donc on n'est pas venu les empiler dans la mutuelle qui en avait déjà assez. Mais on n'avait pas fait un raisonnement. L'autre question qu'on a, c'est qu'on a tous des fonds d'entraide, des fonds de solidarité, des choses comme ça. Tous. Toutes les mutuelles mettent un peu d'argent pour aider les gens. Alors, moi, je ne connais pas toutes les mutuelles, mais j'en connais certains. Un, ils ne sont pas utilisés, ou très peu utilisés. Deux, comme on n'a pas fait l'effort, encore une fois, je parle en général, mais comme on n'a pas fait l'effort de proximité, on n'est pas sûr que ceux qui les font agir, parce que c'est des gens qui réclament, soient ceux qui en ont le plus besoin. Donc on distribue de manière parcimonieuse l'argent de ces fonds d'entraide en se disant on va le donner qu'à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des revenus ou qui en ont vraiment besoin, puisqu'ils ne sont pas assurantiels. Mais comme on n'a pas sourcé tous ceux qui en avaient besoin, on n'est pas sûr que ça soit vrai. Donc, tant qu'on n'aura pas fait, par ailleurs, cet effort de proximité, c'est-à-dire moi je l'ai défini comme l'attention singulière qu'on porte à la singularité de l'autre dans le bouquin. L'attention singulière, elle est singulière parce que c'est dans le cadre de notre relation singulière qu'on porte cette attention, donc on ne porte pas attention à tous les problèmes, mais à l'autre en tant qu'individu, pas en tant que consommateur ou tout ça. Tant qu'on n'a pas fait l'effort d'aller chercher la singularité précisément sur l'aide auprès de ceux qui en ont vraiment besoin, eh ben, on peut doter tous les fonds d'entraide qu'on voudra, ou tous les fonds de dotation qu'on voudra, on ne sait pas si on aidera les bonnes personnes. Donc vous voyez qu'au-delà de l'aspect économique, il faut aussi qu'on soit certain qu'on aide les bons ou ceux qu'on veut aider. C'est pour ça que nous, quand on fait le travail avec les bailleurs, on a dit aux bailleurs à qui on faisait des expérimentations, vous allez nous remonter les gens qui sont en difficulté. Et c'est ceux-là qu'on va aider avec des assistants sociaux ou des choses comme ça. Alors il se trouve que le bailleur, c'est ceux qui les emmerdent, donc ça tombe bien parce qu'il ne paye pas. Donc il est content, lui, il se dit, tiens, s'il y a un assistant social qui les aide, ben, tant pis, tant mieux si ça fait de la vertu économique, c'est pas grave. Ce n'est pas le sujet. Et donc, on fait cet effort-là. Mais vous avez parfaitement raison. On pourrait très bien se dire que comme on n'a pas 3% de dividendes, on met 3% du résultat à destination des gens, mais il faut être sûr qu'on va atteindre les bons. Donc, je ne sais pas, quand on aura fait tous les calculs, je reviendrai vous voir l'année prochaine aussi pour savoir ce qu'on a fait. Mais c'est très compliqué parce que le directeur général, lui, il dit « Ouais, ben d'accord, mais moi, le résultat, s'il n'est pas positif, tu vas mal me juger. » quoi. Et on est tous quand même là-dedans. Et l'expert comptable, le commissaire aux comptes, pareil. Quoi. Et la SGAM, pareil. Donc, c'est une révolution quand même. Hein. C'est une révolution. Et tout seul, c'est compliqué de la faire parce que comme l'ambiance fait que il faut faire du résultat, dire que j'en mets 3%, c'est compliqué quand même. Voilà. Mais vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Oui, merci pour toutes vos
illustrations très, très brillantes. On sent que vous avez vraiment, vraiment beaucoup réfléchi à tout ça. Moi, une chose qui me frappe quand même, c'est que toute cette réflexion, tout ce discours se termine toujours par une mesure par l'argent. Je rebondis quand même sur une phrase. Là, je veux absolument réagir. Vous avez dit, bah, j'attends qu'on mesure ma bienveillance. Alors là, bonjour, on ne sait pas faire. Mais si, on sait faire. Il faut demander au bienveillé s'il s'estime bienveillé. Quand j'ai dit on ne sait pas faire, j'ai fait exprès. Mais oui, vous avez raison. Voilà. Donc aujourd'hui, on est... au-delà de toute la mesure de la comptabilité, l'argent et tout ça, qui quand même, on va dire, nous pollue, il y a la notation par Internet. Vous demandez aux gens ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont reçu. Au-delà de l'argent, il y a des gens qui disent « ouais, super, je suis vachement aidé, ouais, c'est génial, etc. » Il y a une mesure de ce qui n'est pas comptable, c'est la satisfaction. Est-ce que vous êtes, vous, mutuelle, etc., vous avez un système de mesure de la satisfaction des bienveillés? Non. Je vous réponds non, mais une fois qu'on aura... alors, Mutlog, c'est une petite mutuelle qui a une tradition très sociale, et on sait, par un chiffre comptable, désolé, même si je partage votre observation, moi, une des grandes personnes qui m'a ouvert les yeux, c'est Alain Suppiot et la gouvernance par les nombres. Alain Suppiot, qui est un de nos juristes... français internationalement reconnu, prof au Collège de France. Vous pouvez aller écouter ses podcasts sur la démocratie sur France Culture. Bien sûr que c'est un problème. Donc aujourd'hui, nous, on sait, par une mesure comptable, qu'on est sans doute plus bienveillant que les autres dans la gestion des sinistres, parce que notre taux de redistribution en prestation des cotisations qu'on a encaissées est supérieure à celle du marché. Donc on se dit, on a dû être plus gentil. Mais quand je dis... mais est-ce que c'est perçu? D'abord, mais attends, on ne sait même pas, nous. On le fait spontanément, mais nous-mêmes, on ne sait même pas pourquoi c'est comme ça. On n'a pas, je dirais, des indicateurs non monétaires. C'est ça que je dis quand on ne sait pas la mesurer, je dis on ne les a pas. Parce que vous ne les avez pas créés? Non, on ne les a pas créés. Non, mais on est d'accord. Ah non, mais je ne dis pas qu'on est parfait, et loin de là, j'ai dit qu'il y avait plein de questions qu'on n'avait pas résolues. Donc on va le faire, donc en septembre, il y a une mission qui commence, de regard par un cabinet qui est un peu spécialiste de ça, qui consiste à dire comment est-ce qu'on peut évaluer, ou quelles règles on se donne, ou quel truc avec sa comptable, ou on peut demander effectivement à nos adhérents, mais pas que, on peut demander aussi aux salariés, pour le coup. Et là, pour le coup, ils sont partie prenante et ils sont d'accord pour faire cette étude-là. Parce que pour le coup, qu'on vienne les regarder en leur disant pas juste « t'as mal fait, remplis la case machin réglementaire », là, ils sont contents. Et donc, on fait une étude là-dessus pour regarder un peu qui on est et tout ça. Mais on n'a pas fait ce travail d'introspection, je suis d'accord, ou de changement de paradigme. C'est bien ça. Mais c'est possible, enfin, j'espère qu'on verra avec... C'est possible, et qu'on sortira autre chose que des indicateurs monétaires. Mais le cabinet de consultants que j'ai là, il commençait par me dire on va faire des indicateurs chiffrés ou monétaires. Donc il faut quand même ramer pour faire autrement, quoi. Même pour nous, hein. Parce que, en fait, j'ai entendu souvent, il va falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on en parle et qu'on discute. Si on est tout seul, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avancer. Mais comment ce modèle, qui n'est donc pas complètement abouti aujourd'hui ou pas complètement mis en acte ou incarné, pourrait se diffuser un peu plus, hein? Là, moi, je fais un bouquin. Non, mais attends, qu'est-ce que je te réponde d'autre? J'essaye de le faire dans la mutuelle en le disant, mais... comme on est petit et tout ça, mais je n'ai pas envie de passer mon temps à donner des leçons comme celui que nous ne citerons pas. Même encore que j'en fasse sur LinkedIn, et donc ce n'est pas forcément très bien. Et puis après, je fais un bouquin. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je le fais parce que... Attends, je le fais, pourquoi je le fais maintenant? Alors moi, c'est pas moi qui ai poussé l'ONU. Si, si. Non. Pourquoi je le fais maintenant? D'abord parce que je me sens, en tant que président, mutualiste ayant lancé quelques trucs ou quel machin, un peu plus légitime que si j'étais juste un donneur de leçons à côté. Donc je le fais maintenant parce que je peux dire que j'essaye, hein, même si ce n'est pas fini et si tout n'est pas fait, j'essaye de le faire dans ma petite mutuelle. Voilà. Donc si vous voulez me prendre au mot, des fois, on verra que je n'ai pas fait ce que je devrais dire, ou que je vais le faire, ou que ça reste à inventer, ou que je ne sais pas le faire. Mais au moins, je peux dire, j'essaye de le faire. Voilà. Et c'est pour ça que je le fais maintenant. Mais donc, je fais un bouquin. Mais c'est vrai que par rapport à la question de Anne, et c'est quelque chose qui remonte souvent du terrain, justement, des
des militants, on appelle ça les comités de section chez nous, c'est le fait que la fédération nationale, la mutuelle française, ne fait pas ce qu'il faudrait. Et en fait, à chaque fois, c'est on ne vous entend pas, et donc, il y a quand même un vrai sujet du faire ensemble au niveau de la fédération nationale. Et en fait, ça ne peut pas marcher parce qu'on retrouve des concurrents d'une certaine façon là-haut. Et par rapport à tout ce que nous a dit Christian, c'est que voilà, toutes ces belles idées n'ont pas non plus complètement infusé tout en haut. C'est vrai, non, tu as raison. Mais pardon, mais si elles n'ont pas infusé, on est un peu responsable parce qu'on vote tous pour les dirigeants, donc on est collectivement responsable aussi. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais oui, on peut pas. Voilà, mais bon. Je ne comprends pas bien la question des dividendes. Parce que, à la base du modèle, si un groupe de parents va faire une colonie de vacances familiales, il est hors de question de faire du profit et on va être sur la base de prestations au coût. Bien. Dans la mutualité, il faut évidemment des fonds propres pour les sécurités que vous dites, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en faillite la mutuelle, mais au-delà de ces fonds propres nécessaires, l'argent doit être distribué à vos membres, qu'ils soient des producteurs ou des fournisseurs dans le monde agricole, ou qu'ils soient des clients, comme dans les mutuelles santé ou autres. Et donc la question est très différente. Le dividende, il est bien distribué. Il y a un transfert via les prix d'achat ou les prix de vente aux membres. On fait des point. De cotisation. Voilà. Et alors, du coup, il y a une mission qui pourrait être ajoutée à cela, c'est qu'au fond, dans toute activité, on calcule les fonds propres nécessaires, c'est-à-dire l'airbag indispensable pour que la boîte ne soit pas en faillite. Et au-delà de ça, vous êtes parfaitement concurrentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rente de monopole, etc. Et vis-à-vis du monde marchand des sociétés de capitaux, c'est vous qui imposez les prix. C'est vous qui imposez les prix, sans rente de position d'oligopole. Et il me semble que ce serait un rôle social que la mutualité pourrait jouer. Alors, tout le monde n'est pas d'accord dans la salle. Alors, moi sur le raisonnement, je suis assez d'accord. Alors, je ne vais pas être gentil pour les mutuelles santé, mais historique. Moi, je me suis retrouvé j'étais numéro 2 d'une filiale de la filiale Assurance Vie de BNP. Ça date, hein, c'était avant BNP Paribas. Et on avait décidé qu'on allait faire de l'assurance santé. Et on a fait un appel d'offres, puisqu'on n'avait pas les outils de gestion, pour savoir avec qui on pouvait s'allier, quoi. Mais à l'époque, les coûts de gestion des mutuelles, les coûts de gestion administrative, hein, étaient largement supérieurs à celles des sociétés de capitaux, dividendes compris, quoi. Hein. Donc, on n'était pas performant. Donc, on ne pouvait pas imposer des prix puisqu'on était moins bon sur la performance économique. Donc, on a un devoir de performance économique, effectivement. Mais vous avez parfaitement raison. Alors maintenant, je reviens à Mutlog. Dès lors que j'ai assez de fonds propres, dès lors que je n'ai pas d'actionnaire à rémunérer, est-ce que je pourrais décider de casser les prix pour prendre plus d'adhérents, pour prendre des adhérents aux autres acteurs et d'imposer le prix de marché ou d'imposer une façon de faire autrement. Vous avez raison, la question se pose vraiment. Alors nous, on est tout petits, on est tout seul, on ne l'a pas fait, mais elle a été posée dans la fameuse note que j'ai envoyée il y a 15 jours, c'est qu'est-ce qu'on fait si on s'aperçoit que compte tenu de notre niveau de développement, on aura toujours assez de fonds propres. Qu'est-ce qu'on fait de l'excédent? On n'appelait pas ça des dividendes, on n'appelait ça pas du profit, on appelait ça des excédents avant dans les mutuelles. Qu'est-ce qu'on fait de cet excédent? Est-ce qu'on casse les prix pour les nouveaux appels d'offres? Est-ce qu'on fait plus de fonds sociaux? Est-ce qu'on mesure mieux on dépense de l'argent pour être plus bienveillant Mais non, mais c'est une vraie question. Et ça, c'est une question qui n'est pas d'actuaire, de machin, c'est une question existentielle. Rien que de la poser, ça fait vivre la démocratie. La démocratie, elle commence par se poser cette question-là. Mais je n'ai pas la réponse. Hein. Je récuse gentiment votre terme de casser les prix. C'est avoir des prix de concurrence, des justes prix. Oui, on est d'accord. Mais alors nous, on a des prix concurrentiels parce qu'on le sait, parce que comme on est sur le marché, y compris sur les comparateurs, mais on pourrait décider que... voilà, mais oui, non. Alors, on a mis une limite à casser les prix quand même. On a dit, on ne fera pas de contrat à perte technique parce que ça voudrait dire... oui, vous avez raison. Donc on finance le prix cassé et déficitaire avec l'argent pour avoir des adhérents nouveaux, avec l'argent des adhérents anciens. Donc ça, c'est
Ça ne peut pas être. Mais vous avez raison, on peut faire ça, on peut très bien décider. Oui, ça. mais à ce moment-là, on tombe sur le problème des valeurs. C'est-à-dire, je ne vois pas des jeunes se mobiliser pour l'idée de on va gratter 2% sur le prix d'une mutuelle santé. Enfin, c'est dans une approche purement consumériste, ça peut marcher, mais c'est pas ça qui va faire se lever des hordes de bénévoles. Donc, à la fin des fins, si vraiment le modèle, c'est de dire on gratte, bien sûr, pour payer moins cher le service, mais ça, c'est notre intérêt égoïste de membres d'une mutuelle. Mais on regarde au-dessus du guidon, on a des valeurs hautes, c'est-à-dire qu'on raisonne sur des valeurs plus larges, donc on va passer un peu plus de temps à discuter, on va passer un peu plus d'efforts à essayer d'arroser plus large que nos propres pieds. Bon, ben, à ce moment-là, et je dirais gentiment qu'on est obligé d'arriver à du monétaire. Je ne défends pas farouchement le monétaire, mais si à un moment donné, on n'est pas capable d'afficher que, on est productif, efficace, 2, on ne casse pas les prix, et on a mis au moins en effet de quoi payer les assurances qu'on a souscrites. 3, on dégage quelque chose, et il y a eu un débat démocratique pour dire c'est 2, c'est 3, c'est 4%. Et ensuite, ben bien sûr, vous dites on attendra de savoir comment on décide bien là-dessus. Mais non, si on doit attendre 15 ans d'être sûr qu'on a trouvé le bon, ben ça veut dire qu'il n'y aura jamais de contraintes financières sur les dirigeants des sociétés mutuelles. Juste une réponse. D'abord, je suis d'accord avec votre raisonnement. Je pense que si on s'y met, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans. Si on veut vraiment faire l'effort de faire cette mesure-là, je ne parle pas rien pour nous, hein, parce que bon, nous, on va la faire dans les 2 mois qui viennent, quoi, hein, mais on avait déjà fait les autres calculs, je vous ai expliqué. Donc on n'est pas obligé d'attendre 15 ans. Et si on s'unissait, mais je pense que ça le sera. Mais on peut aussi décider de s'allier avec d'autres qui ne sont pas d'autres mutualistes. Moi, quand je travaille avec les bailleurs sociaux, je dis on a la même raison d'être, messieurs les bailleurs sociaux, c'est d'aider les gens. Et nous, on va vous aider à aider les gens qui en ont encore plus besoin d'être aidés. Un bailleur social, il n'a aucun problème pour remplir ses logements, hein. Il y a la queue, donc ça, c'est pas... Lui, s'il ne fait pas l'effort non plus, il fait que de l'immobilier comme les autres. Donc on peut peut-être le faire ensemble. Donc dans le bouquin, je dis, il y a les amis, et nos amis, c'est tous ceux qui ont envie de faire ce que vous dites, de se poser les questions. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans. Mais moi, je fais avec ma petite mutuelle de 35 salariés et mon petit bouquin, voilà. Et puis le petit groupe d'échange sur les valeurs qu'on a fait avec d'autres amis. Mais je fais ce que je peux, et puis après, le reste, je vis, je dors. Mais vous avez raison, bien sûr qu'il faut faire ça. Et alors, Christian, pour conclure... Il y a monsieur qui veut répondre sur les... Elle veut pas parce que... Parce que la gouvernance par les nombres, on n'arrive pas à en sortir. Les jeunes, on en a parlé, le futur aussi. Que dire à un ou une jeune pour que finalement, ils viennent bosser dans une petite, une grosse mutuelle, etc. aujourd'hui, pour attirer un peu des talents? Alors moi, je ne sais pas te dire ça, parce que nous, on est petits, et on est 35, et on ne recrute pas beaucoup. Mais qu'est-ce que tu dirais si moi, je dis ça à mes administrateurs. Je dis ça pour recruter des administrateurs. Donc, je vais te répondre ce que je dis. Et je dis, nous, simplement, que notre utilité sociale, c'est d'aider les gens à se loger, et que notre mutuelle, elle fait ça. Elle fait ce métier-là. Alors, il se trouve que ça s'incarne assurantiellement dans l'assurance des emprunteurs, et effectivement, là, on a des contradictions et des contraintes, mais vous venez chez Mutlog, ou vous venez administrateur chez Mutlog, pour ça. Et ils viennent, les administrateurs, y compris des jeunes, hein, la dernière qu'on a recrutée, enfin qu'on a recrutée entre guillemets comme administrateur, spontanément, démocratiquement, elle dirige une coopérative de logement étudiant en colocation, voilà, et entre son bébé, sa coopérative qu'elle dirige, elle a 32 ans, elle va aussi s'investir un peu chez Mutlog, parce que elle vient sur le sujet du logement. Hein. Elle vient aider, parce que c'est notre raison d'être. Voilà, donc tout n'est pas foutu. Non, non, tu as raison. Non, mais parce qu'il faut que je fasse gaffe, parce que pour avoir tendance à dire que tout est foutu. Mais ça, c'est mon biais un peu français, quoi. Tout est tout... Non, non, tout n'est pas foutu. Mais voilà, c'est le mot de la fin. Merci. Merci, merci.